Et l'invité aujourd'hui de la grande interview en direct sur Boursorama et sur l'Opinion, c'est Augustin de Romanet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, PDG d'ADP, ex-Aéroport de Paris, pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Pour vous interroger, je suis en compagnie de mon confrère, Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. David, bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Raphaël Legendre. Bon, c'est inédit, il fallait en parler évidemment, parce qu'on a quand même plus de 200 parlementaires, vous avez vu, qui viennent d'enclencher un référendum d'initiative partagée pour contrer quoi? La privatisation d'ADP. Alors, et voilà, il faut maintenant que ce soit accepté, validé par le Conseil constitutionnel. Derrière, il faut que ce soit signé par 10% du corps électoral, 4,5 millions de citoyens. Et là, on se dit que potentiellement un référendum pourrait peut-être être organisé. Est-ce que tout ça vous inquiète? Est-ce que le calendrier de la privatisation, est-ce que potentiellement c'est remis en cause ou tout est gravé dans le marbre et tout ça n'est qu'un épiphénomène? La seule chose qui peut m'inquiéter, Monsieur Jacquot, c'est que nous ne continuions pas à faire ce qui est important pour nos clients. Améliorer la qualité de service, faire que le CDG Express soit présent en temps et en heure, faire que nous continuions à progresser dans les classements internationaux de qualité de service comme nous le faisons. Par exemple, la semaine dernière, nous avons appris que Charles de Gaulle était le 9e sur 30 des grands aéroports mondiaux. Charles de Gaulle est toujours dans le top 10 des aéroports mondiaux sur les services et les loisirs d'une part, le shopping d'autre part. La progression, grâce à nos 7000 collaborateurs qui tous les jours se dévouent pour le service demeure considérable. Donc c'est la seule chose qui peut m'inquiéter. Pour le reste... Cette perspective de référendum, oui. Est-ce qu'elle change quoi que ce soit à la procédure de privatisation d'ADP? L'honneur de nos équipes et celui de votre serviteur a été depuis 2 ans, depuis que ce processus de privatisation est en cours, de ne pas avoir notre travail quotidien troublé par ce qui ressort de la responsabilité de notre actionnaire. C'est le droit de notre actionnaire, le plus absolu, que de vouloir éventuellement céder tout ou partie de sa participation. En quoi est-ce que cela modifie notre action au quotidien, qui est la seule chose qui soit importante? Vous savez, une entreprise, ça appartient à 4 principales parties prenantes. Pardon, je vous coupe, mais à vous écouter, c'est un non-événement, ce référendum d'initiative partagée, potentiellement. Ce référendum, ça ne change rien, vous est écoutez. Un événement sur le plan politique qu'il appartient aux commentateurs politiques de prendre en compte et de commenter. Mon devoir ici n'est pas d'être un commentateur politique. Mon devoir n'est pas de m'exprimer ici en tant que simple citoyen. J'ai la charge de faire fonctionner un groupe avec 25 000 collaborateurs dans le monde qui a pour mission de satisfaire ses clients, ses actionnaires, les territoires alentours et ses salariés. Ouais. En tout cas, la perspective, donc qu'on comprenne bien, la perspective d'un éventuel référendum, on n'en est pas encore là, pour vous, ça ne change rien. Qu'est-ce qui me préoccupe en arrivant au bureau le matin? Est-ce que c'est de commenter l'actualité que je pourrais commenter dans bien d'autres domaines? Je pourrais commenter le Brexit, je pourrais commenter l'accord sino-américain sur le commerce, je pourrais commenter la situation économique du Libéria ou de l'Indonésie orientale, mais ça n'intéresse pas les Français. Vous m'avez invité pour que je vous parle du magnifique parcours boursier d'ADP depuis on va en parler évidemment, on a tout le temps pour Vous m'avez appelé pour que je vous parle de ce qui intéresse nos auditeurs. Et justement, nous avons plus de 100 millions de passagers qui, chaque année, se demandent s'ils vont trouver un meilleur accueil, des meilleurs accès, un contrôle de la police aux frontières qui soit plus fluide. Et la qualité du service est intéressant parce que c'est l'actualité. Christian Estrosi, ce matin, chez Bourdin, vous avez vu, il y va fort, aéroport de Paris, aéroport le plus épouvantable. J'ai honte pour la France, nous dit Christian Estrosi. Et là, vous me dites, on est dans les classements internationaux, on est dans les meilleurs. Il y en a des qui se trompent, là. Alors, moi, j'ai du respect pour M. Estrosi et je crois qu'il a loué ce matin, il a complimenté l'aéroport de Nice. Et je crois qu'il a raison, parce que je crois que l'équipe de Nice fait un bon travail depuis la privatisation et je les salue à cette occasion. Mais je pense qu'il a été mal informé, parce que dès lors que le classement de Charles de Gaulle, dans les classements internationaux, est assez largement meilleur que celui de Nice, je ne me souviens plus exactement celui de Nice, mais vous vérifierez derrière. Je pense que M. Estrosi n'a pas nécessairement été bien informé. En tout cas, au nom de toutes nos équipes, je vais lui écrire une lettre personnelle et que je ne rendrai naturellement pas publique parce que j'ai du respect pour lui. Vous êtes choqué par ses propos, on le voit bien. Choqué et irrité. Non, est-ce que j'ai l'air irrité ou choqué? Non, parce que non, la vie est belle. C'est pour ça. Non, pas du tout. Mais Marc Fesneau, d'ailleurs, il dit la même chose. Après, je te laisse la parole. Hein. Mais Marc Fesneau, c'est intéressant. Ce matin, ministre en charge des relations avec le Parlement, qui évidemment prend des gants dans la formule, mais il dit que, pareil, aéroports de Paris ne sont pas ceux qui donnent le plus de satisfaction en termes d'accueil et de service quand on regarde les classements internationaux. Alors, dans les classements internationaux, ADP... Ils sont mal informés, décidément, au gouvernement. Hein. Écoutez,
Marc Fesneau, qui est un voisin de Chambord, est une personne très respectable. Et lui aussi, je vais en profiter pour m'adresser à lui et lui dire ce que je lui aurais dit si nous avions eu cette conversation très amicale. Nous étions 94e au classement Skytrax en 2014. Et encore, lorsque je suis arrivé à ADP, nos équipes disaient il ne faut même pas être dans les classements parce que ça ne sert à rien, etc. Donc nous avons choisi d'être dans les classements. Et aujourd'hui, nous sommes 30e et nous espérons bien être dans les 10 premiers d'ici très peu d'années, sachant que nous sommes déjà parmi les 10 premiers des grands aéroports. Charles de Gaulle est un aéroport très complexe. Sur 30 grands aéroports dans le monde, Charles de Gaulle est arrivé à la 9e place. Et ça n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous adressons tous les sujets qui préoccupent la vie quotidienne de nos passagers. Alors, je pourrais les passer en revue si vous le souhaitez. Qu'il s'agisse du temps de livraison des bagages, qu'il s'agisse des temps d'attente à la police aux frontières, qu'il s'agisse des investissements dans les nouveaux terminaux, qu'il s'agisse des dépôts de bagages automatiques, de l'enregistrement automatique. Tout ça s'améliore. Nous avons un programme absolument exceptionnel d'amélioration de la qualité de service, d'amélioration de la qualité des commerces, d'amélioration de la qualité des accès. Je rends hommage aux équipes de Charles de Gaulle que j'ai vraiment secouées après le 14 juillet dernier, où je me suis aperçu, pour en faire l'expérience moi-même, qu'il fallait près de 40 minutes pour aller de l'hôtel Hayat jusqu'au terminal, ou jusqu'au linéaire du 2E. On a fait des efforts considérables pour améliorer la fluidité des linéaires. Le métier de l'aéroport, c'est un métier d'hospitalité qui ne supporte pas l'absence de sens du détail. Et ce que je peux dire, c'est que tous les jours, nous nous battons pour cela. Samedi matin, un passager arrivant de Singapour m'a appelé pour me dire qu'il y avait 45 minutes d'attente à la file accès numéro 1 au terminal 1 et que c'était inacceptable parce qu'il n'y avait pas d'agent pour dispatcher vers les postes de police aux frontières de classe économique. Eh bien, j'ai appelé mes collaborateurs à 9h du matin. Je me suis fait faire un rapport à midi et j'ai constaté que nous devions modifier notre système de file d'attente qui était manifestement mal organisé. Bon, ce souci des détails, tous mes collaborateurs l'ont. Donc quand vous avez un problème à l'aéroport de Paris, vous appelez en direct un petit message au président, et là ça va très vite. On va donner votre numéro de téléphone, ça peut aider. Ce que je veux dire, c'est que moi je veux bien accepter tous les reproches, tous, sauf celui du fait que nous ne serions pas mis en mouvement depuis 7 ans. Tous mes collaborateurs savent que la priorité, c'est la qualité de service, et les efforts qui sont faits sont remarquables. Alors bien sûr, il en reste beaucoup, mais lorsque j'entends dire à la fois que nous serions une honte pour le monde et que nous vaudrions 4 fois plus que notre valeur en bourse, on va parler, je me dis qu'il y a place pour la discussion. Il y a place pour la discussion paisible. Cette amélioration, Augustin de Romanet, cette amélioration du service, elle sera facilitée avec la présence d'un acteur privé. Parce que ce qu'on entend derrière, c'est la vente de la poule aux œufs d'or, la vente d'un actif stratégique pour l'État. L'État, pour le développement d'Aéroports de Paris, était-il plutôt un frein ou pas? Et est-ce qu'un acteur privé au sein du capital sera un accélérateur pour la qualité de service d'Aéroports de Paris? Alors, Raphaël Legendre, je vais répondre à votre première question. Est-ce que l'État, oui ou non, m'a empêché d'améliorer la qualité de service? Je ne répondrai pas à votre deuxième question parce que je me suis fait une règle depuis 2 ans et demi de ne pas évoquer le sujet de la privatisation qui concerne mes actionnaires. Donc je ne vous répondrai pas. En revanche, est-ce que l'État est un frein à l'amélioration de la qualité de service? La réponse est non. Jamais l'État ne m'a empêché, et au contraire, je dirais même, nous avons été avec le Premier ministre, Édouard Philippe, en parfaite symbiose, lorsqu'il a réuni un comité interministériel du tourisme pour appeler à la mobilisation générale sur le temps d'attente à la police aux frontières. Nous avons connu un été 2017 cataclysmique. L'addition d'un nombre de policiers probablement insuffisant, de l'absence d'automatisation des contrôles, avec les paraphes qui n'étaient pas encore présents, et des règles de contrôle accrues liées aux attentats du Bataclan et de Charlie, a créé une situation totalement inacceptable. Qui a sonné le tocsin? C'est le Premier ministre. Naturellement, nous l'y avons fortement invité, mais il a pris ses responsabilités. Et depuis cette époque, chaque semaine, je signe personnellement un compte-rendu des temps d'attente à la police aux frontières destiné au directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et à toutes les autorités publiques qui doivent en savoir. Nous avons fait des progrès considérables, nous n'allons pas nous arrêter là. Je ne me satisfais pas d'un objectif de temps d'attente de 30 minutes pour les passagers Schengen et 45 minutes pour les passagers internationaux. C'est trop élevé. Et grâce au déploiement
de 105 SAS Paraf, acquis par Aéroport de Paris, à l'été prochain, j'ai bon espoir que nous puissions non seulement être toujours en deçà de ces temps d'attente, mais se fixer des objectifs plus réduits. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu ce qui sera du ressort du privé après la privatisation et du ressort de l'État? On a entendu beaucoup de choses là-dessus, beaucoup de fake news. Est-ce que, par exemple, on privatise la frontière quand on privatise l'aéroport de Paris? Non, aucunement. Là, vous me demandez un commentaire factuel sur le droit qui est en train d'être voté. Le projet qui est voté, non seulement maintient l'État dans l'intégralité de ses prérogatives, mais les accroît. L'intégralité des fonctionnaires d'État qui sont aujourd'hui en charge des missions de souveraineté et de sécurité vont demeurer. La gendarmerie des transports aériens qui contrôle le tarmac, la police aux frontières qui contrôle les passeports à la frontière, la préfecture de police qui est présente sur les linéaires, la section de renseignement de la préfecture de police avec plus de 30 collaborateurs à Charles de Gaulle, la direction générale des douanes, la direction générale de l'aviation civile, tous ces fonctionnaires vont demeurer. Par ailleurs, l'État va accroître ses prérogatives en matière de contrôle sur notre immobilier. Et enfin, l'État reprendra... Avec la possibilité d'avoir les collectivités locales, peut-être au capital, au conseil d'administration d'ADP. Je rappelle, c'est plus de 6000 hectares de foncier ADP. C'est très important pour l'Île-de-France. Vous êtes favorable à une entrée des collectivités locales? Mais nos relations avec les collectivités locales sont permanentes. Dès aujourd'hui, nous avons au conseil d'administration du groupe ADP 2 censeurs, qui sont des personnes qui assistent au conseil d'administration, qui sont assistés en permanence, qui sont Madame le maire de Paris et Madame le maire d'Orly. Dans le nouveau conseil d'administration, nous avons proposé, et en tant que président du conseil, je l'ai proposé, qu'il y ait 2 nouveaux censeurs, qui seront le président de l'établissement public du Grand Roissy, M. Patrick Renaud, et la présidente de la région Île-de-France, Mme Valérie Pécresse. Censeur, on rappelle, c'est-à-dire qu'une personnalité qui peut être présente, assister au conseil d'administration, mais qui n'a pas de droit de vote. Non, mais qui peut s'exprimer autant qu'elle le souhaite. Les Français se posent comme cette question, parce que c'est dans le débat évidemment, cette privation d'ADP. Quand on entend Bruno Le Maire qui nous dit que c'est une nécessité absolue, ça veut dire que sans cette privatisation, Augustin de Romanet, le développement d'ADP Group, le groupe ADP, serait entravé. C'est ça qu'il faut comprendre? C'est votre sentiment? C'est le privilège du ministre des Finances que d'exprimer sa conviction. Et vous, en tant que président? Mon bonheur de ne pas le commenter. Ce que je note, c'est que j'ai toujours dit que je ne commenterai pas la privatisation, mais que celle-ci pouvait être une chance pour ADP sous certaines conditions. Parmi ces conditions, il y avait le fait que la puissance publique ne se départisse pas des pouvoirs de régulation et de mission de sûreté et de sécurité qui sont les siennes aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que la loi Pacte qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat est, du point de vue de ses exigences, une loi qui me satisfait totalement. Et donc, de mon point de vue, la privatisation est possible sans créer le moindre trouble pour nos concitoyens. J'ajoute qu'en matière tarifaire, les tarifs sont fixés par le ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à craindre de dérive des tarifs qui ne seraient pas contrôlés par les pouvoirs publics. Donc, je prends avec la modestie qui sied à un groupe de 6000 collaborateurs qui se mobilisent pour améliorer la qualité de service, je prends cette animation autour du groupe ADP comme une adhésion aux efforts que nous avons faits depuis 6 ans. Il y a une affection des Français pour cette entreprise, mais je crois qu'une affection des Français pour cette entreprise qui se doublerait d'une critique a priori du secteur privé ne serait ni élégante ni juste. En quoi le secteur privé serait-il systématiquement un mauvais gestionnaire? En quoi serait-il systématiquement contraire aux intérêts de nos concitoyens? Il y a précédent des autoroutes en France, la privatisation qui laisse un goût amer pour beaucoup de Français qui ont estimé qu'ils ont payé très cher les hausses de péage. Avec un acteur central, Vinci, également présent sur les aéroports, dont on entend beaucoup parler aussi. Puisque nous sommes chez Boursorama. Et l'opinion. Et chez l'opinion, bien sûr. Et que nous avons un peu de temps. Et que les lecteurs de l'opinion aiment la complexité. Ceux de Boursorama aiment les analyses techniques. Arrêtons-nous une seconde. Je ne suis pas mandataire social de société d'autoroute. Je n'ai pas souvent pris la parole pour défendre les sociétés d'autoroute. Mais, après tout, ces sociétés d'autoroute, elles ont été cédées en 2005 sur la base d'un certain montant de taux d'intérêt. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu une vraie compétition
Et qui peut dire que les acheteurs n'ont pas payé le vrai prix? Les acheteurs ont payé le vrai prix. Alors si aujourd'hui, ex post, mais c'est facile de refaire l'histoire, de faire ce qu'on appelle de l'Uchronie, la valeur de ces entreprises a pu augmenter grâce à la baisse des taux d'intérêt. La valeur de tous les actifs, de tous nos concitoyens qui étaient indexés sur les taux d'intérêt a cru dans les mêmes proportions. Tous les titulaires qui avaient des obligations ont vu leurs titres se revaloriser exactement dans les mêmes proportions. Alors ce que je peux dire, fait une mauvaise affaire. Ce que je peux dire, c'est que il ne s'agit aucunement de prendre les autoroutes comme bouc émissaire et de les critiquer. C'est un autre sujet. En revanche, s'agissant des aéroports, nous sommes obligés de constater que ce risque de survalorisation ex post de l'entreprise, parce que les taux d'intérêt auraient fortement varié, n'existe pas. Ils ne peuvent plus baisser beaucoup les taux d'intérêt. Il n'existe pas pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont très bas, mais à supposer même qu'aujourd'hui ils soient très hauts, notre système de régulation fait que notre rentabilité est plafonnée. Nous ne pouvons pas avoir une rentabilité supérieure au coût moyen pondéré du capital. Donc, je dirais que je suis en mesure, si on me le demande, mais je ne crois pas que ce soit mon rôle, mais de rassurer tous ceux qui expriment les craintes qui sont aujourd'hui mises en jeu. Ce n'est pas officiel, évidemment, mais juste, quand est-ce que vous saurez ce que l'État veut faire de sa participation, des 50,63% du capital dans ADP en off, j'imagine que si on vous l'a dit, vous ne nous le direz pas, mais quand est-ce qu'on saura enfin ce que l'État veut faire? Vous avez une idée de calendrier, vous? Écoutez, ce que je sais, c'est que... Vous savez pas. Ce que je sais, c'est que l'État a déployé beaucoup de soins à rédiger une loi Pacte, à accepter des amendements qui fassent de ce texte un bon texte, et que dès lors que tout cela est bien ficelé, je pense qu'il souhaitera aller vite, mais je n'ai pas d'informations particulières. Et qu'est-ce qui est le préférable pour ADP? C'est une cession à 100% des parts de l'État ou pas forcément? Benjamin Griveaux, il y a quelques semaines, a évoqué le maintien d'une part de 20%, par exemple, de l'État au capital. Oui. Écoutez, vous me donnez l'occasion de vous redire que je ne commenterai rien de cette privatisation. Opérationnellement, il n'y a pas un avantage, strictement opérationnellement, à ADP, à avoir soit une partie de l'État qui reste au capital, soit un acteur 100% privé. Pour vous, c'est la même chose? Je ne commenterai pas. Que le jour où ça sera officiel, vous commenterez? Si c'est utile à nos interlocuteurs, bien sûr. En tout cas, ça ne changera rien pour vous, c'est intéressant au quotidien de manière opérationnelle, en tant que président du groupe ADP, d'avoir un fonds, d'avoir l'État, ça ne change rien. La santé mentale de votre serviteur commande que je respecte la mission qui m'est donnée, qui est de faire grandir un groupe à vocation mondiale. On va en parler maintenant. Et d'améliorer la qualité de service. De 40 à 50%. Allez, on y va direct parce qu'on change de sujet. Activité, chiffre d'affaires, là pour le coup, la mariée est belle, comme on dit. 40 à 50% de croissance entre 2018 et 2025. On s'est posé la question, quelle est la part qui viendra du développement international et quelle est la part qui viendra du développement de vos aéroports parisiens on peut dire déjà comme actifs? Environ, pour résumer moitié-moitié, nous avons 4 moteurs de développement d'ici 2025. D'abord l'international, effectivement. Nous espérons pouvoir acquérir des aéroports à l'étranger. Aujourd'hui, c'est 30%, je crois, du Aujourd'hui, c'est 30% de notre résultat opérationnel courant. Ça va descendre à 20% parce que nous avons perdu Istanbul. Oui, c'est tout chaud d'ailleurs. Vous savez que le 6 avril, l'aéroport d'Istanbul-Atatürk a fermé. C'est un aéroport qui a accueilli 660 millions de passagers pendant plus de 7000 jours. Et l'an dernier, il a accueilli 60 millions de passagers. Donc c'est une grosse perte pour notre EBITDA de Turquie. Néanmoins, nous avons acheté l'aéroport d'Antalya qui nous a compensé à peu près le quart de cette perte. Donc, l'international, nous avons les commerces. En matière de commerce, nous avons des équipes qui travaillent à améliorer l'offre, augmenter les surfaces et offrir à nos clients ce qu'ils demandent. Nous avons aujourd'hui trop de terminaux dans lesquels les clients n'ont pas ce qu'ils demandent. Au terminal 1, par exemple, nos clients n'ont pas les produits de luxe qu'ils attendent. Donc, nous allons passer le nombre de mètres carrés de 60 000 à 80 000. Songez que lorsque je suis arrivé à ADP, nous étions plutôt dans la superficie du bon marché. Aujourd'hui, nous sommes plutôt avec la même superficie que le printemps. Et dans 6 ans, nous aurons plus de superficie que les Galeries Lafayette. Donc nous avons pour objectif d'offrir à nos clients internationaux ce qu'ils veulent dans l'ensemble des terminaux. Nous avons l'activité immobilière où nous avons décidé, il y a déjà 3 ou 4 ans, de ne plus être des simples aménageurs, mais d'être des investisseurs. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui construisons les hôtels, les hangars, les bureaux, de façon à ce que l'entreprise ADP puisse tirer profit de la plus-value qui naîtra des transports collectifs qui irrigueront nos aéroports.
Vous le savez, en 2024, la ligne 14 va arriver à Orly. En 2018, la ligne 18, justement, ira d'Orly au plateau de Saclay. 2028, pardon. En 2028 ou 2030, la ligne 17 arrivera à Charles de Gaulle. Et puis le Charles de Gaulle Express arrivera pour décembre 2023 ou début 2024. Donc, nous avons l'immobilier, nous avons les commerces, nous avons aussi le trafic aérien. Nous tablons sur une progression du trafic aérien d'environ 2,6%. Donc, tous ces éléments-là nous permettent d'avoir cette perspective. Avec cette promesse de doubler les investissements entre 2021 et 2025 qui va doubler à 6 milliards d'euros, c'est ça, tout en prévoyant une modération, ce qu'on appelle une modération tarifaire, 3% par an quand même. Quand l'inflation est à moins d'1%, c'est quand même plus que l'inflation. Comment vous faites justement pour bien concilier les deux ? Quand je dis modération tarifaire, c'est que les tarifs du contrat de régulation économique numéro 3 étaient prévus pour augmenter de prix plus 1%, avec 3 milliards d'investissements régulés. Et là, nous doublons les investissements et nous prévoyons que les tarifs augmenteraient des prix plus 1,35%, donc 0,35 centimes de plus seulement. Comment est-ce possible ? C'est possible pour 3 raisons. La première, c'est que lors du précédent contrat de régulation économique, nous avions un retard de rentabilité. Nous avions un rendement des capitaux engagés qui était de 3,8, alors que nous pouvions atteindre le coût moyen pondéré du capital qui était presque du double, un peu moins du double, 5,4. 5,4. Donc, nous avions un retard. Ce retard, non seulement nous l'avons comblé, mais nous allons même nous trouver en position d'être en 2020 avec une rentabilité un tout petit peu supérieure. Donc, pour le prochain contrat de régulation économique, nous n'avons plus d'effort de rattrapage de rentabilité à faire. Et en plus, l'avance que nous avons prise, nous allons la restituer aux compagnies. C'est-à-dire que pour le prochain contrat de régulation économique, nous allons partir sur un coût moyen pondéré du capital de 5,6. Mais comme nous partons à un niveau un peu plus élevé de 5,8, nous allons avoir une courbe descendante de coût moyen pondéré du capital. Nous serons à 5,8 au début, 5,4 à la fin. Et en plus, de surcroît, nous allons réduire nos dépenses. C'est-à-dire qu'une des fiertés de nos équipes à Aéroport de Paris, c'est que vous ne nous entendrez jamais faire une annonce pour dire « nous annonçons un grand plan d'économie ». Non, nous, le plan d'économie, il est permanent. Au quotidien. Au quotidien, nous avons des ateliers d'économie. Ce qui va vous permettre d'augmenter, pardon, je vous coupe, mais le dividende de 60% sur la période, 60% d'ici 2025, c'est ça ? Non, ce que nous avons dit aux investisseurs qui étaient réunis à Paris la semaine dernière, c'est que le niveau de distribution de nos résultats serait au minimum de 60%. Il est de combien aujourd'hui ? 60%. Donc il reste là où il est. Donc c'est une stabilité, d'accord. Oui, mais ce que nous avons voulu délivrer comme message de solidité financière, c'est que même si nous souhaitions l'augmenter un petit peu, notre notation, nous avons une des meilleures notations de France par les agences de rating, ne serait pas mise en cause tant notre situation financière est saine. Ce plan stratégique, c'est intéressant, on va manquer de temps, mais encore une fois, l'investissement qui double, modération tarifaire, développement international. Est-ce que ce plan stratégique, encore une fois, est-ce qu'il peut être remis en cause en fonction de l'actionnariat d'ADP, encore une fois, en fonction de son évolution, ou est-ce que ça c'est gravé dans l'arbre, ça ne bouge plus ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'avec l'actionnariat d'ADP tel qu'il existe aujourd'hui… Je coupe parce que ceux qui sont positionnés, notamment Vinci, on dit nous, si on achète les parts de l'État, ça sera tout, pour avoir le contrôle. Donc vous imaginez bien qu'ils auront leur mot à dire. Évidemment, c'est ce que j'allais vous répondre. Mais si vous me laissez vous répondre… Mais évidemment, je vais vous répondre. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dès lors que nous étions avec l'actionnariat d'aujourd'hui, la probabilité qu'ils adhèrent à ce plan stratégique que nous avons co-construit avec le conseil d'administration est assez bonne, mais ils peuvent toujours changer d'avis. S'il y a un nouveau propriétaire, il sera évidemment fondé à exprimer son avis, qui peut ne pas nécessairement être le même. Je m'efforcerai de le convaincre, et si j'y échoue, eh bien, j'en serai triste. D'accord, mais in fine… Donc, ok. Au manque de temps, on est sur Boursorama, évidemment, il faut qu'on parle de ça. Le cours de bourse, quelle histoire, quel parcours boursier. Autant il y a des privatisations qui ont laissé des goûts amers dans la bouche des épargnants. On pourrait citer France Télécom, Orange, on pourrait citer EDF, on pourrait en citer d'autres. Là, pour le coup, cours de bourse multiplié par 3 en 5 ans, et c'est même plus, j'imagine, sur 10 ans. Entre 2009 et 2017 ou 2018, ADP en bourse, ça surperforme le CAC 40. Évidemment, ça doit vous ravir. Boursièrement, il y en a encore, le meilleur peut encore être devant quand on voit le parcours boursier où on se dit déjà, vous êtes bien valorisé à 17 milliards. Alors, selon Estrosi d'ailleurs qui dit qu'à ADP c'est une honte, vous valez 4 fois plus. Ce qui est très important lorsque vous investissez en bourse, c'est d'investir sur la longue durée. Ouais. Parce que si vous investissez pour 6 mois ou pour 1 an et que vous entrez à un moment qui n'est pas opportun, vous avez l'impression que vous avez fait une mauvaise affaire, à tort. Je peux dire que sur la longue durée,
nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est de ne jamais tromper le marché. Donc, nous avons le soin, nos équipes de communication financière et votre serviteur, ont le soin de toujours dire la vérité, de toujours expliquer quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc je crois qu'en matière de continuité, de cohérence de la communication financière, nos équipes et notre directeur financier ont fait un formidable travail. Boursièrement, il y a du potentiel encore. Et il y a du potentiel, bien sûr. Du plus haut historique. Mais quel est le potentiel du groupe ADP ? C'est le potentiel d'une entreprise qui est sur un marché qui croît structurellement 2 fois plus vite que le PIB et qui a pour ambition de toujours hisser le niveau de qualité de service dans tous ses domaines d'activité. En matière commerciale, je vous l'ai dit, nous sommes un grand magasin qui a pour vocation à développer son chiffre d'affaires par l'amélioration de l'offre. L'offre, ça se travaille. Vous travaillez les produits que vous donnez aux passagers chinois, vietnamiens ou du Nigeria. Donc boursièrement, il y en a encore sous le pied pour En matière d'immobilier, il y a du potentiel quand vous mettez de l'intelligence pour choisir les bons investissements, les bons hôtels et les bons clusters de bureaux. En matière de trafic, il y a de la progression quand vous avez l'intelligence d'aller chercher les bonnes compagnies avec les bonnes nationalités. Donc, bien sûr qu'il y a du potentiel. Cela dit, un investissement boursier... Donc, c'est un bon placement. C'est un bon placement. Un investissement boursier, c'est toujours un investissement sur la longue durée. Il y a 2 choses dont je suis absolument sûr. C'est que sur la longue durée, vous pouvez continuer à nous faire confiance. Et de façon ponctuelle, tous les débats, toutes les personnes qui s'expriment sur ADP sans se souvenir qu'il s'agit d'une société cotée en bourse. Je dirais, tout ce qui est excessif, non seulement est insignifiant, mais peut aussi parfois troubler une entreprise qui est cotée en bourse. Lorsque ce matin, j'ai effectivement entendu des propos de compliments assez modérés sur notre entreprise, je me dis, lorsqu'on est amoureux de la France, lorsqu'on est fier d'une entreprise publique, lorsque cette entreprise publique est cotée, est-ce qu'il est absolument opportun de la dénigrer dans des conditions dont on sait qu'elles résultent d'une instrumentalisation pour d'autres motifs? Pour moi, la réponse est non. Il a fait la politique, Christian Estrosi. Peut-être si on attend une dernière question juste sur l'Europe, certains observateurs économistes, comme Jacques Delplat par exemple, parlent d'une fédéralisation du contrôle aérien. Au moment, en plein Brexit, en plein drame du Brexit, au moment où on essaie de relancer un petit peu cet idéal européen à quelques semaines des élections, est-ce que ce projet de contrôle aérien fédéral européen serait une bonne idée, est-ce crédible et est-ce que ça pourrait apporter de la valeur à ADP? Réponse en moins de 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, la réponse est oui. Patrick Gandil, le directeur français de l'aviation civile, directeur de l'aviation civile, est parfaitement alerté et conscient de ces questions de qualité. Il y travaille beaucoup. Il faut se méfier des formules définitives. Il n'y a qu'un faucon. Incontestablement, le but vers lequel nous devons que nous devons rechercher à atteindre, c'est celui du maximum d'harmonisation pour simplifier les routes. Aujourd'hui, il y a encore trop de zigzags, mais techniquement, la mise en œuvre auquel s'attache la Direction générale de l'aviation civile française est très difficile. Techniquement, mais c'est possible. Oui. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur l'Opinion. Voilà, Augustin donc, de Romandey, le PDG d'ADP. Merci Raphaël. Merci David. Interview à trouver évidemment en replay et demain dans l'Opinion. Merci.